Allez, cette fois, c'est vraiment la fin des rencontres économiques d'Aix, le dernier jour, ce dimanche 9 juillet ensoleillé. Il fait vraiment très chaud. Je suis avec Bruno Jeudi, notre complice maintenant à la tribune éditorialiste. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Et nous recevons l'homme à l'écharpe orange pour parler un peu de la conclusion de ces 3 jours, Bertrand Badré. Bonjour Bertrand. Bonjour Philippe. Un habitué des plateaux de la tribune. Bonjour Bertrand. Tiens, il ne faut pas tenir le bas du micro. Voilà. Et bonjour Bertrand. Philippe, Donc, et bonjour Bruno. Bonjour Bertrand. Et donc, un habitué des plateaux de la tribune, vous avez créé, Bertrand, un fonds qui s'appelle Blue Like an Orange Sustainable Capital. Donc, tout est dans le sustainable et dans le capital. J'ai envie de vous demander, avant qu'on rentre effectivement sur tous ces sujets de climat, de technologie, de conséquences finalement des changements très profonds qu'on est en train de vivre sur toute la planète. Vous participiez au sommet récemment organisé par M. Macron avec les pays du Sud. Peut-être vous donnez votre impression générale au sortir de ces 3 jours de rencontres avec tous les grands décideurs économiques, politiques qui sont venus aux rencontres économiques. Alors on avait une ambition gigantesque qui était de recréer l'espoir. Alors je pense qu'on n'a pas complètement rempli cette ambition, mais en tout cas on a posé un certain nombre de principes et de conditions. Donc c'est typiquement ces moments où on peut voir le verre à moitié... le bas du micro, Bertrand, désolé, pardon. Voilà. C'est typiquement ce genre de moment où on peut voir un verre à moitié vide, et je ne parle pas de verre par hasard, parce qu'effectivement on a aussi beaucoup bu avec la chaleur. On peut voir le verre à moitié vide en disant, bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Alors il y a le manifeste, il y a un certain nombre d'engagements, il faut que les gens qui aient signé le manifeste soient sérieux avec leur signature. Il faut aller voir le manifeste, hein. Il s'adresse aux jeunes, Absolument. aux seniors, les 1,5 million d'emplois des jeunes qui aujourd'hui Exactement. sont sans formation, et puis les seniors qui souvent sont quand même jetés par leurs entreprises. Et donc là, j'ai le manifeste que je fais sur le manifeste, c'est quand vous signez un manifeste, soyez sérieux avec votre signature. Je pense que ce qu'on a écrit est sérieux. Engagé. Il faut être engagé, absolument. Et ça, c'est la table ronde que j'animais à l'instant, s'engager pour changer le monde. Alors je disais à la fois ironiquement et très sérieusement, c'est en fait la table ronde solution. Il n'y a pas eu, dans les 45 tables rondes qu'il y a eu, des plus prestigieuses avec les premiers ministres, etc., jusqu'aux tables rondes plus modestes, elles se sont toutes finies par un call to action, un appel à l'engagement, qui est un peu la formule miracle. Et en fait, la question de l'engagement, on a tous envie d'être engagés. La question, c'est comment, dans quelles conditions, face à qui, pourquoi. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Et une des conclusions de la table ronde que j'animais sur l'engagement, c'était un appel aux économistes en disant, peut-être vous pourriez travailler sur des modèles d'une économie de l'engagement. Pas seulement un homme rationnel qui optimise ses gains, qui voit comment il peut accaparer plus, etc. C'est comment est-ce que, d'une certaine manière, on incorpore l'engagement dans cette recréation de l'espoir qu'on appelle de nos voeux. Alors les rencontres économiques d'Aix s'inscrivent dans un contexte très particulier pour la France. Hein. On est une grosse semaine après ce qu'on a appelé les émeutes des quartiers. Des milliers de jeunes qui se sont au fond révoltés, mais qui ont aussi saccagé, qui ont aussi brûlé, qui n'avaient pas vraiment de message politique. Le point de départ, on le sait, c'est la mort tragique d'un jeune de 17 ans à Nanterre. Ces émeutes sont très différentes de celles de 2005 et on a l'impression qu'on a basculé dans une jeunesse dans une partie de la jeunesse qui bascule dans l'hyperviolence. Alors, moi, ça a eu un écho très particulier dans mon cas, parce qu'effectivement, je reviens de presque 10 ans aux États-Unis. Et donc, j'ai vécu ces séquences où un incident ou un accident policier extrêmement grave est filmé en vidéo. Cette vidéo est virale et déclenche une réaction parfois localisée, parfois dans l'ensemble des États-Unis. Et j'ai eu le sentiment de revivre ça, de revivre cette séquence. Et ce qui me fait dire ça veut dire avec une dimension raciale. Alors je ne sais pas s'il y a la dimension raciale en France, mais aux États-Unis, clairement. Ce que je veux dire par là, c'est que ces tensions, elles sont en fait universelles. C'est-à-dire qu'il y a des tensions dans les pays, des tensions entre les pays. Et c'est un écho, il y a une phrase de Marguerite Yourcenar que j'aime beaucoup, qui pour moi nous pousse à méditer aujourd'hui. Elle fait dire à Adrien, dans les mémoires d'Adrien, donc l'empereur vieillissant médite sur l'exercice du pouvoir et la chute de Rome, et dit « Je sais que la chute de Rome va arriver. Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas ?» Et Adrien ajoute, toujours dans les mémoires d'Adrien, « J'aimerais pourtant que l'esclave qui travaille dans le cloaque ou que le barbare qui laboure sa terre inféconde aime Rome. Comment puis-je lui faire aimer Rome malgré tout ?» Et vous remplacez Rome par
Occident, par Europe ou par France, on voit bien cette tension. Et non, on ne peut pas parler de barbares et d'esclaves, mais on voit bien cette tension qui, pour moi, s'est télescopée avec le sommet, avec les pays du Sud, où il y a quand même une voix qui s'est exprimée pour dire il y a quelque chose qui s'écarte entre le Sud et l'Ouest, et les tensions que j'ai vécues aux États-Unis et qu'on voit en France, entre une partie de la population et l'autre. Et ces tensions, on ne recréera pas l'espoir si on n'est pas capable de cautériser et de réduire ces fractures. Ça, c'est évident et c'est très compliqué parce qu'il y a des fractures internes et des fractures externes et que ces fractures résonnent les unes envers les autres. Ah, il y a la fracture des jeunes avec la police. C'est là où il y a une similitude peut-être avec les États-Unis. On voit bien qu'en France, c'est un sujet qui n'est pas traité ou peu. Comment vous l'analysez, cette rupture des jeunes des quartiers avec la police? Et c'est de plus en plus criant au point que là, cette fois-ci, peut-être pour la première fois dans des émeutes en France, ils se sont tirés sur les policiers. Alors, je suis prudent parce qu'encore une fois, je reviens des États-Unis, donc je redécouvre la France. Donc, tirer des conclusions définitives sur un problème qui est très compliqué en France, je n'en sens ni la légitimité ni la capacité. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a des tensions, qu'elles s'exacerbent sur des lignes de fracture qui sont très similaires d'un pays à l'autre, notamment la relation à l'ordre, la relation à l'autorité, un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, des questions se posent depuis des années, qu'on a un peu mises de côté avec le Covid, les tensions liées à la guerre à l'Ukraine. On a cru, et moi je continue à croire que c'est une partie de la solution, mais pas la solution, que la résorption du chômage allait conduire à, d'une certaine manière, purger ces sujets naturellement. Avec le plein emploi, finalement, c'était un peu l'idée qu'on allait remettre tout le monde au travail. Je pense que c'est une condition nécessaire. On n'y est pas encore complètement. Il reste quand même encore 7% de chômage, mais qu'elle n'est pas suffisante. Les États-Unis sont quasiment au plein emploi. Ils ont toujours ce problème de violence. Comme quoi, peut-être la réponse économique n'est pas la seule. Est-ce qu'il y a peut-être à chercher ailleurs les réponses? Alors, on a beaucoup parlé de l'éducation, de l'autorité parentale, du rapport finalement aux institutions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, Bertrand? Je crois que c'était aussi le thème l'une des tables rondes. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour essayer de retisser les liens? On a l'impression aussi d'une société, ça avait été dit par l'ancien ministre de l'Intérieur, Collomb. Vous avez parlé de la société de confiance d'Alain Peyrefitte. Oui, alors il y a la société de confiance, mais je pensais plutôt à Collomb qui disait on est aujourd'hui côte à côte et on risque de se retrouver face à face. Oui, c'est un peu ce que je disais dans la table ronde précédente. C'est qu'on est face à des défis considérables. Le défi du vivre ensemble dans nos villes, le défi du vivre ensemble sur la planète, le défi du climat, le défi de la nature, le défi des relations hommes-femmes. Tous ces sujets-là sont ensemble. Et d'une certaine manière, on est confronté au défi d'une mondialisation qui a été mal construite. Ce qu'on entend par mondialisation, finalement, c'est une vision assez économisante du monde. On va optimiser, c'est-à-dire qu'on crée des lignes d'approvisionnement qui sont mondiales. On va là où ça coûte le moins cher, là où c'est le plus efficace. On construit la logistique qui va bien derrière, la distribution. Et en fait, ça marche sur un tableur Excel. Oui, mais là, avec le réchauffement climatique, c'est en train de péter. Non, mais je finis. Donc, on a vraiment cette idée d'une mondialisation. Et cette mondialisation, elle s'est prise de plein fouet la crise financière, la crise sanitaire, la crise militaire, la crise géopolitique. On voit bien que cette mondialisation, elle ne répond pas aux défis. Elle est optimale, mais elle n'est pas résiliente et elle n'apporte pas la solution à la question d'une économie durable et inclusive. Et donc, d'une certaine manière, il faut abandonner cette idée de mondialisation. C'est ce qu'on a vu en germe un peu partout ici. Alors, peut-être que c'est le mot que je donne. Il faut passer à une planétarisation, c'est-à-dire un endroit où c'est bien la planète qui est composée de territoires qui ne sont pas côte à côte, qui sont reliés, où il y a des vrais gens sur des vrais territoires qui font des vrais objets, qui se rendent des vrais services, et pas des cellules dans un tableur Excel. Et donc, il faut recréer ce lien, il faut réincarner en fait notre économie. Et la question qu'on a aux États-Unis, comme en France, comme d'ailleurs dans un certain nombre de pays, c'est vraiment cette question de l'égalité des chances, de l'égalité de dire on vit ensemble, on est sur le même bateau, certes on n'est pas sur le même pont ou dans la même classe, mais enfin on est embarqué sur le même bateau et on réussira ou on réussira pas ensemble. Le climat est une donnée essentielle. Si on ne résout pas la question climatique partout, en réalité on ne la résout nulle part. Mais ça on ne veut pas le voir. C'est d'une certaine manière l'idée que si je résous la question climatique dans ma ville, dans mon entreprise, j'ai fait mon boulot. Ce qui est en partie vrai, mais complètement insuffisant. Et on voit bien, c'est une partie des tensions qu'on a en France aujourd'hui, où les gens se disent, attendez, moi on me demande de faire plein d'efforts, on me demande de payer davantage, on me demande éventuellement de payer plus d'impôts. Mais moi, si je fais tous ces efforts et qu'en face, les Indiens ou les Nigérians ne le font pas, en fait, moi je paye, eux ne payent pas et je me fais avoir.
Mais les Indiens, les Nigériens disent, attendez, vous en avez profité depuis 200 ans. Et donc, il faut qu'on recrée du dialogue, de la confiance. Et je faisais allusion au livre d'Alain Perfit sur la société de confiance qui m'avait beaucoup marqué. En fait, ce qui manque, l'ingrédient qui manque le plus dans le monde d'aujourd'hui, c'est la confiance. Quand il n'y a pas confiance, on ne peut pas se parler. Pas de confiance entre les jeunes et la police, pas de confiance entre les petites villes et les grandes villes, pas de confiance entre le nord et le sud. Et ça a un coût considérable, l'absence de confiance. Et pas de confiance, globalement, on le voit dans les élites politiques. Hein. Les pays comme la France vont plutôt pas mal économiquement, mais finalement, ils vivent des crises politiques et des crises sociales, sans doute s'explique par le fait que, et d'ailleurs c'est pas propre à la France, hein, on voit bien que les partis populistes progressent partout en Europe par exemple, et que les gouvernements en place sont extrêmement critiqués, traversent des crises politiques fortes comme en France, et n'arrivent pas à fabriquer pas seulement de la confiance évidemment, et encore moins de l'espoir. Mais en fait, on touche, et j'espère que je me trompe, au moment où je vous le dis, j'espère que je me trompe, mais on a peut-être vécu une période assez extraordinaire dans l'histoire de notre planète, qu'on a appelée les 30 Glorieuses, qu'on peut étendre sur quelques dizaines d'années de plus, dans lequel les gens avaient le sentiment que la démocratie et le capitalisme bénéficiaient au plus grand nombre. D'une certaine manière, tout ça fonctionnait assez bien. C'était un peu la vision de Roosevelt. Quand Roosevelt a été élu président, il a dit « mon job, c'est d'apporter des bons emplois aux gens, de faciliter la paix entre les États, d'éviter que les privilégiés en aient trop, enfin quelques règles presque du bien vivre ensemble assez simples. Et effectivement, c'est ce qu'on a vécu pendant une 50aine d'années. Et puis petit à petit, la mécanique s'est déréglée. Et donc aujourd'hui, on a cette nostalgie d'ailleurs des 30 Glorieuses. Enfin, on y a... Alors la question c'est, est-ce que ces 30 Glorieuses étaient finalement un endroit et on a eu tort d'en partir, ou est-ce que c'était une exception et qu'en fait on revient dans un monde transactionnel et très brutal? Mais la réponse est que je ne souhaite pas, mais que c'est une possibilité réelle aujourd'hui. Quelle peut être la place de l'Europe dans ces changements-là? Et ça sera peut-être la conclusion. On dit que c'est la fin du consensus de Washington qui va être remplacé par le consensus de Shanghai. On a une partition du monde en grandes zones. Il y a l'Occident, il va y avoir probablement une zone asiatique peut-être étendue à la Russie. La question de l'Afrique, je sais que tu connais très bien l'Afrique aujourd'hui, qui est centrale, qui est devenue à la fois une cible et une ressource, donc avec un enjeu géopolitique majeur. Comment est-ce que, pour conclure, on peut envisager peut-être les rencontres de l'année prochaine? Parce qu'à chaque fois, on a une surprise. On a eu une guerre. Aujourd'hui, on a l'hyperinflation. On a les défis du climat. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui face à un monde qui n'est pas capable finalement d'assumer toutes ces transformations et qui risque de connaître peut-être des moments, des années assez difficiles? Alors oui, je pense que c'est ce qu'on appelle le retour de la géopolitique. Et le retour de la géopolitique, c'est une vraie question portée à l'Occident. C'est-à-dire que dans la question ukrainienne, l'Occident s'est plutôt retrouvé, seul. C'est-à-dire qu'on a été très surpris qu'un certain nombre de pays ne nous accompagnent pas dans les différents votes aux Nations Unies, qu'un certain nombre de pays ne souhaitent pas sanctionner comme nous. Et donc on a pris conscience que finalement, un certain nombre de gens n'étaient plus alignés. En fait, l'idée de guerre froide, qu'on essaye de dire qu'il y aura un bloc chinois, un bloc américain, je ne suis même pas sûr que ça soit ça. Je pense qu'en fait, on a un certain nombre de pays qui rentrent, comme je dis, dans une logique transactionnelle, ce que l'Inde appelle le multi-alignement. Un pays comme l'Inde, il peut être membre du Quad face à la Chine avec les États-Unis, l'Australie et le Japon. Il peut être membre des BRICS avec la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud et le Brésil. Il peut nous acheter des Rafales. Voilà, je fais mon marché dans un monde qui est, alors c'est pas encore la guerre de tous contre tous, mais dans un monde où effectivement c'est transactionnel. Et ce que l'Europe démontre, alors c'est plus ou moins facile, c'est que nous, on est rentré dans une logique différente depuis 1957. Et cette question, c'est, on a progressé à chaque fois par les crises, comme le disait Jean Monnet, et encore récemment, c'est de plus en plus compliqué. On parle d'un nouvel élargissement potentiellement à l'Ukraine et aux Balkans. Est-ce qu'on est capable, nous, Europe, de continuer à montrer une petite flamme en disant mais la coopération, c'est possible, l'idée de discuter de la manière dont on vit ensemble, c'est possible, ou est-ce qu'on va finir par être, en gros, en l'air, dans un monde qui, finalement, va nous considérer comme un grand marché, sympathique, accessible, mais sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, c'est un enjeu absolument crucial. Encore une fois, on a des défis qui transcendent toutes les frontières au moment où les frontières se redressent. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai entendu à la télévision régulièrement Donald Trump et d'autres dire « Build that wall ». On est en 2022-2023 et on parle de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Et certaines personnes disent « on faudra mettre des drones dans la Méditerranée ». Donc comment est-ce qu'on traite la planète avec cette idée de construire des murs et de mettre des drones partout? On est face à un défi qui est considérable.
Eh bien, merci Bertrand Verdré d'être venu nous donner ces éléments de conclusion. Merci Bruno d'avoir partagé ces instants. Merci à vous toutes et à vous tous sur latribune.fr d'avoir suivi ces 3 jours. Et bien sûr, si c'était le cas, vous pourrez retrouver les replays. Et puis, merci à Fabrice Gisinski qui je vois là-bas et toutes les équipes de la Tribune parce qu'ils ont fait un travail formidable pour que vous puissiez relire les articles qui ont été faits à partir de nos entretiens avec près d'une 40aine de personnes. Merci Bertrand Verdré d'être venu. Merci beaucoup.